démocratique. On demandait donc un gouvernement de transition. D'une autre initiative très louable qui avait été prise cette fois-ci, qui avait été préconisée cette fois-ci à l'intérieur du corps socio-professionnel qui constituait le socle même du pouvoir du Major Pierre Buyoya, en l'occurrence l'armée. Je ne pense pas qu'Buyoya puisse nier aujourd'hui qu'il avait demandé à une quarantaine d'officiers de réfléchir sur l'adaptation de nos forces armées burundaises à la nouvelle donnée démocratique. Nous devons rendre justice à notre pays en lui disant tout cela. Nous avons besoin de ce rapport qu'ils ont produit pour voir ce qu'ils préconisaient. J'en ai lu des extraits où vous voyez qu'il y avait des esprits éclairés au sein de nos forces armées burundaises. Et je pense peut-être que c'est cela aussi qui sauve le Burundi. Parce qu'il réfléchissait sur toutes ces contradictions. Et il préconisait même des démarches à adopter, notamment par rapport à leur comportement à l'intérieur d'eux-mêmes, où il disait qu'il y avait des extrémistes, ethnistes, tutsis, au sein de l'armée. En même temps qu'il opposait cet extrémisme à un autre qui s'identifiait cette fois-ci dans la communauté Hutu à travers ce qu'ils appellent à travers le Paripé Hutu. Et il disait une mauvaise gestion de ces extrémismes peut compromettre l'avenir du Burundi en général et des forces armées. Ça, c'est le rapport donc. Ouais. Oui. Je vois par exemple une petite phrase, je peux vous la sortir et vous la citer. Mais je le cite de mémoire, où il disait « Il se pourrait que les élections qui sont en perspective donnent au Burundi et aux forces armées burundaises un commandant suprême auquel ils ne sont pas habitués. Alors mettez-vous dans l'ambiance de l'époque, auquel ils ne sont pas habitués, par rapport à nos contradictions ethnistes, par rapport à nos divisions régionalistes, par rapport, et bien sûr, aux origines socio-professionnelles. Ça voudrait dire qu'ils ne soient pas Tutsis, qu'ils ne viennent pas de Bururi et qu'ils ne viennent pas de l'armée. Il disait, si par exemple chez nous, une tendance extrémiste s'aventure dans un coup d'État, ça sera très difficile pour le Burundi et pour les forces armées. Notamment les forces armées, cette fois-ci, seraient facilement qualifiées de milices Tutsis. Alors, allez lire, allez demander à Jérôme Ndiho ce qu'il déclarait, l'armée mono-ethnique Tutsi. C'est ça qui faisait ces déclarations. Alors, moi je dis, ces jeunes officiers étaient clairvoyants. Seulement, j'ai une question. Pourquoi leur rapport n'a pas été exploité? Parce que leurs préoccupations, à mon avis, convergeaient avec celles que nous avions au Frodebo. Et si le leadership l'avait rapidement et clairement perçu, il aurait dû chercher une solution et non pas précipiter les choses. Peut-être qu'on va dire que c'est la pression extérieure, mais je ne pense pas que cette pression extérieure aurait été si forte si elle voyait que nous étions attelés à résoudre les problèmes qui pouvaient constituer des entraves à notre évolution démocratique. C'est ça donc, si vous voulez, une explication qui explique le coup d'État du 21 octobre 1993. J'ajoute aussi, pour être juste, l'inexpérience de notre part. Nous avions du Frodebo. Oui, nous avions une fois béate. Parce qu'il y avait des signaux, quand vous regardez aujourd'hui, il y avait des signaux. Mais à la date fatidique, il y avait des signaux. Mais nous les avons gérés de manière inexpérimentée. Et cela a produit les conséquences, malheureusement, que nous connaissons tous. Donc, inexpérience, refus donc d'alternance, inexpérience de la part du Frodebo. Bon, on est en plein dans les violences, l'assassinat d'Ondadaye. Vous échappez, vous aussi, in extremis, à la mort, hein, le 21 octobre. Une mort qui emporte malheureusement votre épouse, hélas.
Mais malgré tout, meurtri, vous décidez de lancer un appel le 25 octobre à partir de votre refuge à l'ambassade de France. Est-ce que l'appel est spontané ou on a dû vous supplier, Monsieur le Président? Qui pouvait me supplier? Moi, quand on a commencé à parler du coup d'État, je venais bien sûr de rentrer du Conseil des ministres. Il y avait visiblement des incompréhensions entre le président de la République, qui avait pris une option pour la gestion de la question des réfugiés, et un membre du gouvernement, Léonard Nyangoma, si vous voulez que je le cite, qui disait, écoutez, ce n'est pas cela dont on s'est convenu quand on était au Frodebo. Mais à l'époque, on nous lui avait opposé parce que moi je me suis mis dans le camp du président Melchior Ndadaye, et c'est normal, la royauté exige. J'ai dit, il y a des politiques dont on parle comme parti politique. Il y a des stratégies dont on parle comme parti politique. Mais il y a des pratiques qu'on doit adopter comme gestionnaire de l'État. C'est pourquoi, quand vous gérez l'État, vous devenez transfiguré par rapport à ce que vous étiez hier. Vous ne pouvez pas gérer l'État comme si vous gérez un parti politique. Parce que l'État, c'est l'ensemble. Un parti politique, c'est une ambition pour parvenir à l'État et servir l'ensemble à partir d'une foi que vous avez exprimée à l'intérieur de votre organisation. C'est peut-être ça qui fait même aujourd'hui les faiblesses du leadership politique burundais. Alors, moi je rentre. Arrivé là, bon, il y a tout ce tralala, déjà qui viennent chez vous, etc. On dort vers je pense, 23 heures. Après. 2 heures après, c'est là que j'ai eu le coup de fil de Madame Ndadaye qui me disait, attention, il y a un putsch en cours. Et j'ai contacté les amis, dont Richard Ndikumwami, qui était l'administrateur général de la documentation et de l'immigration, l'actuel service national de renseignement. Il m'a dit, écoutez, mes gars sont en train d'observer ce qui se passe. Bon, entre-temps, on coupe, je parle à d'autres. Nous disent, écoutez, on ne voit pas exactement. Après, je téléphone de nouveau à Richard. Non, bien avant, il y a encore une fois Madame Ndadaye, je l'appelle, je lui dis, est-ce que je peux parler au président? Il me dit, vous ne pouvez pas le toucher maintenant. Mais si vous voulez des informations, vous pouvez appeler à tel téléphone. Quand j'appelle à son téléphone, c'est le ministre de la Défense qui répond. Il me dit, mais monsieur le ministre, vous êtes en fou, vous êtes toujours chez vous. Alors que vous êtes... Le ministre de la Défense, c'était Ntaki, je reconnais Ntaki. Il me dit, alors que vous êtes le 3e personnage qui doit être tué cette nuit, et vous êtes toujours chez vous. Et j'appelle encore une fois Richard, alors à son malade, il me dit, on suit encore. Au moment où on parle, la première salve est tombée au Paré. Et j'ai dit, il m'a dit, vous entendez? Et j'ai décidé de partir. Et j'ai passé quelque part caché pendant les 4 jours. Et le 25, je pense, vous avez dit la date vous-même, c'est bon. J'ai appelé l'ambassadeur de France. Il m'a dit, mais c'est pas lui qui a répondu, c'est sa femme. Elle m'a dit, mais non, le ministre des Relations extérieures, oui, non, il est mort. Moi, je lui ai dit, non, je ne suis pas mort, je suis là, en Chiranos. Non, non, vous mentez. Alors il m'a dit, je vais vous amener quelqu'un avec lequel vous allez parler. Il m'a amené Madame Ndadaye. On a parlé. Et on s'est dit, on va monter comment je vais quitter Kamenge, où j'étais réfugié, pour aller à l'ambassade de France. Oui. Et c'est l'ambassade de France lui-même, auquel je rends hommage. Monsieur, je pense, Crépin Leblond, si j'ai bonne mémoire, qui est venu lui-même au volant de sa voiture avec un gendarme pour m'extraire de là où j'étais caché à Kamenge. Mais je rends hommage également à ceux qui m'avaient accueilli. C'était un couple, il est toujours là. D'ailleurs, Madame Elisabeth Habonimana et son mari Elisa Imana, Madame Elisabeth Habonimana était déjà chef de cabinet, je pense, de Melchior Ndadaye. Pas chef de cabinet, non, secrétaire. Et puis après, même, elle a été secrétaire chez moi. Et quand j'ai quitté pour aller à l'ambassade de France, j'ai trouvé des responsables du pouvoir Ndadaye qui étaient là, des politiques, des militaires.
À l'ambassade. À l'ambassade. Oui. Quand je suis entré, j'ai vu tout le monde qui disait, écoutez, monsieur le président, oh non pas président, monsieur le ministre, condoléances. Moi j'ai dit non, pourquoi vous adressez les condoléances à moi? Nous devons nous adresser mutuellement les condoléances. Et tout le monde était... Est-ce que vous étiez au courant que votre épouse était morte? Attendez, mais pourquoi vous précipitez? Alors, les gens étaient comme foudroyés. Et c'est très courageusement, et c'est là où il faut admirer les militaires, que le colonel Gakordio est venu et m'a soufflé à l'oreille. En fait, s'ils vous disent condoléances, c'est que votre épouse est morte. Moi, j'ai dit, ah, elle est morte? J'ai posé la question, les enfants, où sont-ils? Aucune information. Sauf le petit, qui avait à l'époque 4 mois et demi, qui était dans les mains de Madame Nyangoma et de Madame Nadiamira, Sylvana Pabradai. Et je suis venu le voir pour voir le petit. Ils ont commencé à pleurer. C'est normal. Alors moi j'ai pris ce petit. Je l'ai pris comme ça. Je suis venu au milieu de mes amis. Je leur ai dit, mes chers amis, Ndadaye est mort. Ma femme est morte. Elle m'a laissé cet enfant. Je ne sais pas où se trouvent d'autres. Mais nous avons un devoir, en tant que membre du gouvernement, c'est de répondre à la situation actuelle. On doit s'organiser en conséquence. Il semble qu'il y en a qui auraient dit que j'étais fou. Parce que je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Cœur dur. Pas cœur dur. Responsabilité. Responsabilité. Alors j'ai dit, on va s'organiser. Au niveau du gouvernement, désormais, tout ce que fait le gouvernement sera coordonné par Madame Sylvie Kinigi, qui est le chef du gouvernement. Tout ce qui concerne le Frodebou, nous allons le décider sous ma direction. Parce que j'étais le numéro 3. Après la mort de Ndadaye qui était le numéro 1 et de Kalibgami qui était le numéro 2, c'était moi qui venais en 3e position. Et c'est ainsi qu'il y a eu cet appel dont vous avez parlé. Ça n'a pas été dicté par quiconque, c'est moi plutôt qui l'ai inspiré. Et on l'a préparé ensemble, au niveau en tout cas de la déclaration que j'ai faite au nom du Frodebou, on a préparé ça ensemble avec les autres. Vous ne vouliez pas que le sang versé souille la mémoire du président Ndadaye, c'est dans certains écrits comme ça, en lançant cet appel. Oui, moi je ne voulais pas du tout, et j'étais vraiment très fortement touché que l'abord de Ndadaye soit accompagné d'autant de violence. Et c'était encore une fois la conséquence de ce qu'on n'avait pas fait au niveau de nos protagonistes politiques. Et si vous lisez bien mon oraison funèbre, le 6 décembre 1993, j'ai bien dit, Monsieur le Président, il faut que votre sang et celui des autres martyrs de la démocratie avec lesquels vous êtes morts, mais celui aussi des autres Burundais dont nous avons d'ailleurs prévu une tombe de ce que nous appelons la victime anonyme, sur laquelle d'ailleurs chaque année, le 21 octobre, on dépose une gerbe de fleurs. J'ai dit, il faut que ce sang inonde le Burundi pour qu'il soit désormais un Burundi de paix. Un Burundi où on respecte les droits de l'homme, un Burundi où la démocratie a un sens et que jamais plus ça ne se produise. Et c'est ce jour-là, à l'enterrement, que j'ai quand même versé une larme. Quand je disais adieu à mon épouse, ce jour-là, j'ai pleuré, effectivement. C'est normal. Mais quand vous êtes un leader, et là, il faut le dire aujourd'hui, c'est ça les leçons que nous devons tirer. Un leader, face à une situation, n'a pas droit de mettre en avant ses intérêts personnels. Même quand ça s'exprime de manière aussi violente que ce que j'avais subi. Les Burundais ne s'attendaient pas, et je pense qu'ils me jugeront quand ils le voudront, à ce que j'exprime ma détresse par rapport à la mort de mon épouse, mais s'attendaient à ce que je prenne les mesures nécessaires pour gérer, arrêter, dans les possibilités, la violence. Malheureusement, je ne l'avais pas pu parce qu'il y a des paramètres que je ne maîtrisais pas. Monsieur le Président, dans la foulée de la mort de Ndadaye, il y a des violences qui éclatent largement dans les collines. Comment expliquez-vous ces violences? Et je vais vous répondre en répétant la réponse que j'ai toujours dite. Et que j'ai dit même au Major Buyoya, quand il a fait son coup d'État, peut-être qu'on va y revenir, en 1996. Je lui ai dit, Monsieur le Président Buyoya, si vous êtes sûr
si vous avez des preuves que le Frodebo a organisé ces violences, j'en suis le premier responsable. Puisque Dadaye n'était plus, vous savez où il est. Puisque Karibouami n'était plus, j'étais le numéro 3. Alors, avant, si vous êtes sûr que le Frodebo a organisé quelque chose, c'est à moi qu'il faut d'abord poser la question. Et je répète la même chose aujourd'hui. Ces violences sont venues d'où? C'est la conséquence, encore une fois, de plusieurs facteurs conjugués qui ont pesé sur le Burundi. 1. La mauvaise gestion de 1972. Je vous ai dit que l'État, à l'origine et gestionnaire de 1972, n'avait jamais changé dans sa nature. 2. Ce sont les réactions que cette situation avait causées, ce que moi j'appelle un ethnisme à rebours qui s'était développé à travers certaines organisations. 3. C'est la non-maîtrise des instruments de l'État à l'époque, l'armée, la police, l'administration, etc., par le parti Sawanya Frodebo. 4. C'était également des enseignements à caractère ethnique qui avaient été professés. N'oubliez pas qu'en 1988, le pouvoir lui-même avait dit c'est le Paripehutu qui est à l'origine de Ntega et Marangara. Tous ces facteurs conjugués ont été à la base de ces violences que nous avons vécues. Nous avons aussi, et ces violences notamment, pendant les premiers moments, ont emporté massivement des populations Tutsi. À cause de l'incurie du système, je le dis, ont emporté des populations Tutsi aussi à cause des amalgames qui étaient à l'époque en cours, que c'était les Tutsis qui étaient responsables de cette gestion de l'État. Et cela a été enseigné. On a dit que le Frodebo l'a enseigné. Je ne sais pas. Il peut y avoir des individus, mais ce n'est pas reparti. Pas du tout. Des individus isolés quand même. Il peut y avoir des individus. D'autant plus qu'il y avait également ce mouvement Paripehutu, encore une fois, il faut se dire des choses, qui n'avaient pas été correctement gérées, puisqu'il était exclu du jeu politique en 1992-93. Il y a eu ensuite alors comment les forces de l'ordre ont été utilisées par certains à l'encontre d'une composante de la population burundaise, les Hutus. Il y a eu, je ne sais pas s'il faut utiliser le terme, une criminalité d'État par rapport à comment certains membres de l'armée ont agi. Il y a eu aussi une criminalité vengeresse dictée par un esprit qui réagissait aux violences qu'il y avait eu au lendemain de la mort du président Melchior Ndadaye. C'est pourquoi, quand vous abordez cette période, vous sentez qu'il y a des gênes. Mais nous sommes des leaders. Nous n'avons pas à être gênés. Nous avons à poser les problèmes dans leurs véritables termes, afin de leur faire face aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas dire le plus jamais ça comme slogan. Il faut dire le plus jamais ça après avoir vu ce qui s'est passé et dire plus jamais ça. Plus jamais ça du côté de l'État, plus jamais ça du côté des forces politiques, plus jamais ça du côté de la population. Parce que la population, elle aussi, a été entraînée dans une peur criminelle. La population. Et c'est pourquoi vous avez vu également qu'il avait été facile pour la population de tendre à la réconciliation. Ce n'est pas la population burundaise qui pose des problèmes en ce qui concerne la réconciliation. Ce sont les leaders politiques, oui, qui ont des choses à cacher, qui veulent cacher des choses. Je ne suis pas de ceux-là. Monsieur le Président, comment jugez-vous le processus judiciaire d'établissement des responsabilités dans la mort d'Ondada et de ses proches et collaborateurs? Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Ce qui a été là était beaucoup plus des procédés ou des procédures pour amnistier les responsabilités profondes dans ce coup d'État. Donc, c'est en fait un rendez-vous qui est toujours attendu. Parce que vous savez qu'au niveau du gouvernement, du Premier ministre Sylvie Kinigi, il y a des tentatives d'enquête qui avaient été menées
qui n'avait abouti à rien. Et il y a eu également, après le coup d'État du 25 juillet 1996 qui m'a renversé du pouvoir, une initiative qui a été engagée par le pouvoir, qui était sortie de ce coup d'État. Cette initiative avait abouti à des condamnations auxquelles, je crois, peu d'opinions burundaises ont cru. C'est pourquoi même le procureur général de la République à l'époque, comme d'ailleurs l'avocat des partis civils, avait interjeté appel. Aujourd'hui, ce procès demandé en appel est toujours attendu. Il y a donc un appel qui est attendu à la Cour suprême du pays. Peut-être qu'il faudrait que le pouvoir judiciaire actuel nous réponde, parce que moi je suis parmi les partis civils, nous réponde. Notre interjection en appel a été traitée comment, est traitée comment, on attend. Donc il n'y a pas eu de traitement judiciaire à mon avis. Donc c'est la sévère qui devra se charger du règlement de Là, la question. la sévère. Oui. Alors que c'est une question qui se trouve en justice. Il faut plutôt d'abord que la justice aille jusqu'au bout. Et cela facilitera le travail de la sévère. Nous allons provisoirement arrêter ici notre entretien avec le président Ntibantunganya Sylvestre. Nous reviendrons plus tard sur la deuxième et dernière partie de l'entretien pour comprendre les types de solutions qui ont été trouvées pour résoudre la crise institutionnelle causée par la mort des présidents Melchior Ndadaye et Cyprien Ntaryamira. Nous demanderons aussi au président Ntibantunganya comment il interprète les violences qui ont marqué les années 1995 et 1996, le conduisant finalement à s'écarter du pouvoir. Nous restons aussi intéressés de savoir quelle est sa vision économique et comment il considère aujourd'hui son rôle comme sénateur à vie. À la prochaine donc. Excellence, Monsieur le Président Sylvestre Ntibantunganya, merci de nous accueillir à votre demeure. Peut-être maintenant nous pourrions nous concentrer beaucoup plus sur la crise institutionnelle qui survient à ce moment et comment on arrive à trouver des solutions difficiles, complexes, embourbées, mais quand même des solutions à la crise institutionnelle qui est survenue après la mort d'Ondadaye et de Cyprien Ntaryamira. Monsieur le Président, le 6 avril 1994, le président Cyprien Ntaryamira périt dans l'attaque sur l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana à Kigali. Comment avez-vous géré cette nuit du 6 avril 1994 et avec qui? Alors, vers 20h, j'ai le téléphone de l'ambassadeur du Burundi à Kigali, M. Mfatije Séverin, qui m'a dit, monsieur le président, j'étais président du FRODEBU et président de l'Assemblée nationale,
un grave événement vient de se passer, prenez vos responsabilités, le président vient de mourir. La question que je lui posais, c'est celle-ci. Et qu'est-ce qui se passe à Kigali? Il me dit, ça tire de partout. À ce moment-là, moi j'ai alerté le sous-officier qui commandait la petite unité de garde que j'avais. Malheureusement, il est mort. Je ne peux pas vous raconter encore des fois l'histoire. Et j'ai demandé au premier responsable de l'État, avec lequel je gérais l'État, et au représentant spécial et du secrétaire général des Nations Unies, de me rejoindre chez moi à la résidence. Et quand nous avons commencé à quitter, bien sûr, l'aéroport, les gens se posaient des questions, qu'est-ce qui se passe, et on leur a dit qu'on venait d'apprendre que Cyprien Ntaryamira était mort. Alors, c'est ici également où, quand l'État essaie de fonctionner correctement, il peut maîtriser des problèmes, même graves. Et ici, je vais citer effectivement les noms de ceux qui ont travaillé avec moi durant cette nuit et qui a fait que le Burundi n'a pas basculé dans l'horreur génocidaire que tout le monde redoutait. C'était d'abord le Premier ministre, Anatole Kanyenkiko. Il est toujours vivant, vous pouvez le contacter. Le colonel Firoko, qui était mon ministre de la Défense. C'était le colonel Bikomagu, qui était le chef d'état-major des forces armées. C'était Mamé Sansubiyeko, qui était l'administrateur général de la documentation. C'était, je pense, également le ministre de l'Intérieur. C'était le président du groupe parlementaire Frodebo. Je peux oublier d'autres. Et c'était bien sûr l'ambassadeur Ahmedou Abdallah. Nous nous sommes rencontrés à la résidence du président de l'Assemblée nationale que j'étais. Et il y en a qui ne savaient pas l'information. Quand je leur ai dit ça, ils ont dit comment on va s'en sortir. Moi, j'ai dit non, on doit s'en sortir. Et nous avons commencé à analyser ensemble comment il fallait gérer la situation. Le Premier ministre a rédigé un projet de déclaration que nous avons ensuite adopté ensemble. En deuxième lieu, on s'est convenu sur comment cette déclaration allait être portée à la connaissance des Burundais. Sur échange, il y en a qui avaient d'abord dit c'est le Premier ministre qui va lire ça. Et c'est le colonel Bikomagu qui a dit, si c'est le Premier ministre, un Tutsi qui va lire ça, les gens vont dire, voilà, les Tutsis recommencent. Ils ont dit, écoutez, c'est le président de l'Assemblée nationale, constitutionnellement le numéro 2, mais également président du Frodebo qui va lire ça. Et ensuite, nous, et ça c'est la proposition de l'ambassadeur Ahmedou Abdallah, nous tous ici, nous serons derrière lui. Je suis allé à la radio nationale, j'ai lu ça, je crois que j'étais vers les heures de minuit à l'époque. Puis après, nous sommes allés ensemble à l'état-major général des forces armées. Cette nuit, j'ai parlé à tous les gouverneurs de province. J'ai entendu récemment un témoignage de l'ambassadeur Ahmedou Abdallah, j'avais oublié. Il disait, ce jour-là, je ne reconnaissais pas Ntibantunganya. Il a engueulé un gouverneur de province qui ne voulait pas comprendre. Parce qu'il y a un gouverneur qui ne voulait pas comprendre le message. Je lui ai dit, si tu ne le comprends pas, tu me le dis, je te remplace. Parce que je lui disais, présenter la chose comme suit. Le président Ntaryamira est mort dans un accident. Le président de l'Assemblée nationale a la situation en main. Demain, il viendra. Il commençait à poser des questions. Je lui ai dit, il n'y a pas de questions à poser, vous agissez. En même temps, le colonel Bikomagu a parlé à tous, et le ministre de la Défense, ils ont parlé à tous les commandants des unités. C'est ainsi que dès le lendemain, la lecture et la présentation de ces morts étaient la même un peu partout au Burundi. Et il y a des témoins qui m'ont dit après que cela a été fortement salvateur. Demandez à Augustin Zojibwami, il était gouverneur de province à Bururi. Je me souviens aussi d'un commentaire qu'il m'a fait, et je le dis souvent aussi, le père de Léon Sengidakumana. Il m'a dit, Monsieur le Président, il faudrait que les Tutsis demandent une médaille pour vous. Parce que si vous n'aviez pas dit ce que vous avez dit, la situation aurait dégénéré. Responsabilité donc des leaders. Et là, nous avons pu éviter, bon gré mal gré, les problèmes se sont posés après. Vous avez hérité d'une situation très instable, causée notamment donc par la mort de 2 présidents en l'espace de 6 mois seulement. Quelle est, à ce moment-là, votre vision de sortie
de crise institutionnelle pour le Burundi? Se parler. Se parler entre tous les acteurs politiques et se prendre comme complice pour essayer de maîtriser la situation. Bien que ce n'était pas facile. Parce qu'il y en avait qui disaient que c'était l'occasion à jamais d'abattre définitivement le pouvoir Frodebo. Alors, nous avons parlé, j'ai pris l'option que je vais négocier avec les partis politiques de l'opposition qui étaient organisés dans ce qu'ils appelaient la coalition des partis politiques de l'opposition. Et c'est de là où est né le 14 septembre, puisque c'est là où nous avons signé la convention de gouvernement. Je vais vous dire encore une chose, et je le dis aux Burundais. Quand vous êtes en train de gérer des situations comme celle-là, des fois, les grandes résistances viennent de votre propre entourage. Et c'est peut-être ce qui est maintenant aussi au niveau des questions fondamentales qui se posent. Alors, quand je suis allé, j'ai eu la collaboration des gens du Frodebo qui ont négocié cette convention. Et encore une fois, ici, je voudrais les rendre hommage. C'était le docteur Jaminani, c'était Pierre Claver Nahimana, c'était Jean-Marie Ngendahayo, et c'était en quatrième position, M. Karikurubu Charles, qui est décédé. C'était l'équipe que j'avais envoyé négocier. Et quand il s'agissait alors de passer à la signature, quand je suis allé en parler au comité directeur national du parti Frodebo et au groupe parlementaire Frodebo, ils m'ont dit, mais vous mettez en sacrifice notre victoire. Moi, je leur ai dit, je suis en train plutôt de protéger votre victoire. En certains moments, ils ont été difficiles avec moi. Je leur ai dit, écoutez, si vous avez une autre stratégie, définissez-la, adoptez-la, mais ce n'est pas moi qui la mettrai en application. J'ai mis en jeu mon statut de président de la République par intérim. J'ai dit à ce moment-là, vous le ferez avec un autre. Ils ont réfléchi, après ils ont dit, vous pouvez continuer. Ça nous a sauvés tous. Ça a sauvé également le pays. Et ça a permis que certains équilibres soient établis. Y compris, je le dis encore une fois, ça a permis à la rébellion de se constituer, de se développer et d'amener l'équilibre qu'il fallait pour permettre plus tard les négociations globales qui ont abouti à Arusha du départ, mais aussi aux différents accords de paix, notamment celui de 2003. Si j'avais commis une erreur, personne ne serait ici. Et était-il facile à ce moment-là